Pile-Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, Boris Cyrulnik, le laboureur et les mangeurs de vent. À 7 ans, j'ai été condamné à mort pour un crime que j'ignorais. Je savais que ce n'était pas une fantaisie d'enfant qui joue à imaginer le monde, c'était une bien réelle condamnation. Une nuit de janvier 1944, j'ai été réveillé par des hommes armés, entourés de soldats allemands en sentinelle dans le couloir. 7 ans, c'est l'âge où la pensée conçoit la mort, quand l'enfant comprend qu'une représentation du temps aboutit à une fin, un non-retour inexorable. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Boris Cyrulnik, je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, avec ce titre un petit peu énigmatique que je ne veux pas élucider tout de suite. Ça sera au fur et à mesure de notre discussion que les auditeurs comprendront un petit peu qui est ce laboureur et qui sont ces mangeurs de vent. En tout cas, un très beau titre pour un très beau livre, écrit avec de façon très personnelle et avec une plume tout à fait magnifique, je veux le dire. Alors, Boris Cyrulnik, on ne vous présente plus, mais je vous présente quand même. Vous êtes neuropsychiatre, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, comme Sauve-toi, la vie t'appelle, La nuit, j'écrirai des soleils, et Des âmes et des saisons, pour lequel nous vous avons reçu à Pile-Poule il y a quelques mois. Et là, donc, ce laboureur et ce mangeur de vent, c'est une réflexion très ample et à la fois très précise. Et j'ai choisi de commencer par ce texte, cette expérience fondamentale, cette scène un petit peu primitive à 7 ans lorsque vous avez été arrêté par la Gestapo. Vous précisez la Gestapo française parce que vous n'aviez pas le droit de vivre, parce que vous étiez un enfant juif. Alors, je ne le savais pas. Je me demandais pourquoi on voulait me tuer. Je ne savais pas, puisque je suis né en 1937. Mon père s'est engagé dans le régiment des volontaires étrangers en 1939. J'ai une vague image de lui de temps en temps. Je suis resté avec ma mère, qui a été arrêtée en 1942. Et ensuite, j'ai été gardé par une juste, qui était mon institutrice d'école maternelle. Et j'ai été arrêté chez elle, chez sa mère. Et la première fois, donc, il y avait autour de moi, il n'y avait pas de juifs. Ils étaient soit dans l'armée, soit dans la résistance pour les plus jeunes, soit déjà à Auschwitz. Il n'y avait pas de juifs autour de moi. Et la première fois que j'ai appris que j'étais juif, c'était le jour de ma condamnation à mort. Ouais. La nuit, plutôt, de ma condamnation à mort. Donc, c'était une manière de me présenter le judaïsme qui n'était pas très euphorisante. Ouais. Et je me demandais pourquoi. Je me demande toujours pourquoi, d'ailleurs. Mais j'ai découvert le judaïsme, j'ai découvert la judéité, plus que le judaïsme, plus tard. Dans une institution de juifs communistes, comme il y en avait beaucoup dans les années d'après-guerre. Et j'ai découvert, vous savez quoi, qu'on pouvait être juif, être gay, être gentil. Et ça a été pour moi une véritable révélation. Et surtout que c'était la commission centrale de l'enfance qui était dirigée par Luba, qui avait étudié avec Korczak en Pologne. Et elle appliquait les principes de Korczak, c'est-à-dire la République des enfants. Et pour moi, ça a été une révélation. Enfin, j'étais à ma place, comme juif républicain, autorisé à dire ce qu'il pensait et invité à comprendre pourquoi on avait tué ma famille et pourquoi on avait voulu me tuer. Mais vous échappez à
à ceux qui veulent vous tuer, donc aux nazis, de façon tout à fait rocambolesque. C'est vous qui employez le mot. Hein. Et est-ce que pour vous, cette expérience est une expérience traumatique au sens psychiatrique ou psychologique du terme? Alors, je ne sais pas très bien répondre. Je n'ai pas eu de syndrome psychotraumatique, au sens où on est prisonnier de son passé, on pense qu'à l'horreur, on ne peut plus travailler, on ne peut plus aimer, on ne peut plus dormir. Ça, c'est la définition du syndrome psychotraumatique, ou comme disent les psychologues, c'est un passé qui ne passe pas. Alors, j'ai pas eu tout à fait ça. Mais comme dans les années d'après-guerre, il était impossible de témoigner, Oui, ça vous le dites bien. Hein. quand Vous je avez raconte, témoigné que 20 ou 30 ans plus tard. mais bien 40 ans plus 40 ans tard, plus tard. au moment du film Shoah, au moment du procès Papon, où là, la culture a changé, et où là, on s'est intéressé aux enfants cachés. Nathalie Zage a joué un grand rôle aussi, en amenant des États-Unis ce problème d'enfants cachés. Donc la culture a changé, et à ce moment-là, on a accepté de mon témoignage, et même on me l'a même demandé. Ouais. Mais avant, dans les années d'après-guerre, c'était impossible, c'était impensable. Et puis il y avait le déni de la France, qui avait besoin de ne pas affronter ce problème, parce que l'armée française n'avait pas été très glorieuse. Hein. Le seul régiment qui avait affronté l'armée nazie, c'était le régiment des volontaires étrangers, essentiellement composé de juifs d'Europe centrale et de républicains espagnols. C'est le seul régiment qui a freiné l'avancée allemande. Donc la France n'était pas très fière de son armée, et puis la France avait collaboré, et les Français cherchaient à ne pas trop penser à ça, ce qu'on peut comprendre. Il y avait une très grande gaieté, et tout le monde voulait se remettre à bâtir, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, ça faisait taire les survivants. Et moi, ça m'a fait taire, parce que tout le monde me faisait taire. Oui, c'est ça, parce que les gens ne pouvaient pas accepter. Vous parlez du récit. Et c'est un récit qui ne pouvait pas entrer dans la tête, dans l'imaginaire, dans la psyché des gens. Voilà. On ne pouvait pas C'était penser. tellement hors norme, c'était tellement différent que... On ne pouvait pas croire les gens qui avaient pourtant connu la guerre et qui avaient pourtant connu les massacres allemands, au Radour-sur-Glane, Montauban. Ils avaient pourtant... Eh bien, ils voulaient... C'est le déni, c'est la définition du déni. On sait, on ne supporte pas de savoir, on s'arrange pour ne pas savoir. Mais on sait. Alors, allez, c'est fini tout ça, on parle d'autre chose. Eh bien non, c'est pas fini tout ça. Puisque à la fin de ma vie, vous m'avez invité encore à en parler. Alors, Oui. donc vous voyez que c'est pas fini. Oui, non, c'est pas fini, mais on sent bien que bon, l'histoire est extraordinaire, comme l'histoire de beaucoup de survivants de la Shoah d'ailleurs, parce que les autres sont plus là pour ceux qui n'ont pas eu la réactivité que vous avez eue, ou parfois la chance. Vous avez une réactivité extraordinaire parce que vous étiez donc enfermé dans la grande synagogue de Bordeaux. Vous avez réussi à vous échapper. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous le dites bien dans votre livre. Hein. Boris, donc le laboureur et les mangeurs de vent. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions Odile Jacob. Mais il y a eu cette réactivité extraordinaire. Et ça non plus, peut-être que les gens ont du mal à croire qu'un gosse de 6 ans, 7 ans, puisse avoir cette présence d'esprit de se cacher sous le corps d'une femme mourante pour sortir de cet enfer et Alors, survivre. Je ne sais pas si c'était une présence d'esprit. Je crois que c'était... je sentais des choses comme tous les enfants. Hein. Je ne voulais pas me laisser embarquer dans une dame qui surveillait les enfants en leur offrant des couvertures et des boîtes de lait concentré sucré, ce dont Papon s'est servi en disant qu'il avait fait une action humanitaire. Mon témoignage, c'est qu'en effet, il avait signé un bon pour commander des boîtes de lait concentré de façon à mieux tenir les enfants autour de cette dame, et les enfants sont restés groupés. Ils avaient peur, ils n'avaient plus leurs parents, cette dame leur offrait du lait concentré sucré qui était délicieux, et ils ont pu être enfermés tous dans un wagon, ils sont morts pratiquement tous à Auschwitz. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est une présence d'esprit ? C'était pas calculé, c'était senti. J'avais compris qu'on voulait me tuer. J'entendais les jeunes dire on va nous tuer, mais on savait pas. Il y avait 2 tables.
une qui condamnait à mort et l'autre qui condamnait au travail. Mais on ne savait pas laquelle condamnait à mort. Et donc j'entendais les gens parler autour de moi. Donc j'ai suivi les jeunes qui cherchaient à s'évader et j'ai peur qu'eux n'aient pas réussi à s'évader. Et moi, j'ai réussi de manière rocambolesque. Et quand je racontais ça, les gens éclataient de rire après la libération. Pas tellement c'était fou, c'était invraisemblable. C'est un rire de défense. Non, c'était pas logique. C'était hors humanité. Et en écrivant mon premier livre en 82, j'ai été invité sur France 3 Aquitaine. Et une dame a téléphoné. Est-ce que ça serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader, Madame Descoubès. Et elle donnait son numéro de téléphone, et son adresse, j'ai appelé un taxi, j'ai été bavardé avec elle, et à partir de là, j'ai fait une enquête, et j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Madame Blanchet, la dame sous laquelle je m'étais caché, son fils avec qui j'ai eu des relations amicales, sa petite fille que je vois encore, et j'ai retrouvé le président qui m'avait caché dans la cantine de la faculté de droit, il m'avait caché dans une marmite. Si c'est pas rocambolesque, ça, c'est fou quand même, quoi. Comment voulez-vous que les gens me croient? Oui, mais est-ce que vous avez douté de cette expérience, enfin de cette histoire à un certain moment? Parce que quand vous avez vu des gens qui étaient témoins, ça a dû vous dire oui, ça a vraiment existé, mais est-ce que vous avez eu des doutes par moment sur vos propres souvenirs? Alors, je n'ai eu aucun doute sur mes propres souvenirs. J'y pensais beaucoup, mais je ne pouvais pas en parler parce que les gens riaient ou me faisaient taire. Donc je ne pouvais pas en parler, mais j'y pensais beaucoup. Dans mon langage intérieur, c'était un petit syndrome psychotraumatique. J'étais pas prisonnier du passé puisque je pouvais jouer au foot, rire, blaguer, alors quelqu'un qui souffre d'un syndrome psychotraumatique, il est pris par l'horreur. Donc c'était pas vrai, mais j'y pensais beaucoup. C'était pas rien. Mais quand j'y repensais, c'était très clair, c'était indiscutable. Sauf que quand je suis retourné à la synagogue de Bordeaux, longtemps après, dans mon esprit, je m'enfuyais en dégringolant des escaliers pour échapper aux Allemands. Et quand j'ai revu la synagogue de Bordeaux, il n'y avait pas de grands escaliers, il y avait 2 petites marches. Donc j'avais fait ce que vous faites aussi, ce que tout le monde fait, pas seulement moi, c'est-à-dire que la mémoire, c'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé. On va chercher dans son passé les images, les mots qui sont vrais, qui donnent forme à ce qu'on appelle le souvenir. Mais c'était recomposé. Donc ma mémoire était claire, j'étais convaincu que c'était comme ça, et parfois c'était pas comme ça. Alors, Boris Cyrulnik, le sous-titre de votre livre, on va l'expliciter un petit peu, ça s'appelle « Liberté intérieure et confortable servitude ». Et on parlait à l'instant donc de votre enfance. Si on parle de l'enfance de façon un peu plus générale, vous présentez l'enfance comme un moment effectivement fondamental, mais aussi un moment de soumission, un moment où on est soumis, où on est dans la servitude. Et l'art de la vie, d'une certaine façon, c'est de se sortir de cette servitude. Qu'est-ce que c'est que cette soumission et jusqu'à quand sommes-nous asservis? Alors, dans un premier temps, j'emploie pas le mot soumission, j'emploie le mot emprise. Parce que quand on est amoureux, on est sous l'emprise de celui qu'on aime, de celle qu'on aime. On lui donne ce pouvoir parce qu'on l'aime. Or, quand on arrive au monde, on est sous l'emprise de notre mère parce qu'on l'aime. Parce qu'elle provoque l'attachement. Et on en a besoin, c'est vital. Un enfant sans attachement, un enfant sans entourage familial est très abîmé. Or, donc, c'est pas une soumission. La soumission, c'est quand je m'oppose à vous et que votre force m'écrase. Là, c'est la soumission. J'ai peur de vous, donc je me soumets pour ne pas être éliminé ou écrasé. Donc, c'est pas ça du tout. C'est l'emprise. J'aime. Ma mère est tellement importante pour moi que je vis dans son emprise comme une forme d'emprise amoureuse. Mais on doit se libérer de cette emprise amoureuse à 2 moments de notre développement. Au début de ce que les psychanalystes appellent l'âge du non,
début de la 3e année, et surtout à l'adolescence. Et là, donc, on bénéficie de l'emprise maternelle pour nous sécuriser. Si ma mère m'aime, c'est que je suis aimable, j'ai confiance en moi, alors que beaucoup d'enfants qui ne sont pas aimés disent personne ne peut m'aimer, je suis un enfant poubelle, je ne mérite pas d'être aimé. Alors que les enfants qui sont aimés acquièrent une estime de soi. Et au début de la 3e année, on commence à parler, c'est l'âge du non. Viens ici, habille-toi, on va aller chez grand-mère, on est en retard. Et les enfants partent se cacher. Vous avez connu ça, si vous avez des enfants. Tous les parents ont connu ça. Alors, dans l'esprit des enfants, c'est je suis capable, je suis fier de moi, je suis capable d'échapper à l'emprise de ma mère, je deviens autonome. Dans l'esprit de la mère, c'est on va rater le bus, on va arriver en retard. Donc c'est le premier contresens entre les générations. Et puis surtout, arrive l'âge de l'adolescence, où là, l'apparition du désir sexuel, il faut quitter sa mère, l'apparition de la fierté de devenir indépendant socialement et penser par soi-même, il faut quitter ses parents. Et pour 70% des enfants, ce processus d'emprise amoureuse, puis autonomie, l'âge du non, l'adolescence, dans 70% des cas, un peu plus, même ça se passe bien. Il y a des petites tensions et des explications, et puis voilà, ça se passe bien. Dans 30% des cas, c'est beaucoup dans un pays en paix. Hein. C'est 30% des cas, ça se passe mal. Dans un pays en paix, dans un pays en guerre, c'est 50 à 60%. Tellement on est soumis, alors là j'emploie le mot soumis, tellement on est soumis aux pressions du milieu. Là, c'est soumis. J'aimerais y échapper, alors que dans l'emprise, je ne veux pas échapper à l'emprise. Je suis amoureux de cette femme, de cet homme. Je suis amoureux de ma mère. C'est le personnage le plus important dans mon âme. J'aime cette emprise. Mais Boris Cyrulnik, quand vous parlez d'emprise, vous lui donnez aussi une acception plus large. Vous en faites un concept, puisque on est sous l'emprise de sa mère ou d'un aimant. Mais on peut être aussi sous l'emprise, par exemple, d'un dictateur. Alors, les dictateurs, quand quelqu'un, je disais à l'instant, dans une population en paix, 70% des enfants ont ce processus d'amour, d'attachement et d'autonomie et finalement d'indépendance sociale, avec des tensions inévitables, mais on reste attaché à sa mère qu'on quitte. Dans un pays en guerre, c'est beaucoup moins. Mais quand on est en difficulté parce qu'on a été vulnérabilisé par notre enfance, ou parce qu'on est vulnérabilisé par une situation sociale, ou parce qu'on est en précarité sociale, ou parce que la vie est parfois difficile et qu'on a la marre de recevoir une cascade de traumatismes, une cascade de coups, à ce moment-là, on garde en soi le moment d'emprise délicieuse, et arrive un escroc culturel qui nous dit « mais vous êtes mal, mais moi j'ai la solution ». L'ennemi, c'est le nègre, le juif, bien sûr, c'est l'étranger, je sais. Et tuez les juifs et vous aurez 1000 ans de bonheur. Vous voyez. C'était la promesse d'Hitler. Voilà. Ouais. Et tous les dictateurs font des promesses analogues. Ouais. Hein, ça sera 1000 ans, c'est les lendemains qui chantent. Ça peut être les djihadistes aussi qui font la promesse à deux jeunes gens en leur disant on vous promet un bonheur. Et ben voilà. Ouais. Et on vous promet combien de vierges? Je ne sais pas. Enfin, il y a une inflation actuellement. En tout cas, un paradis peuplé, effectivement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? L'impression, je vais vous dire, un peu l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, c'est que vous dites qu'il y a cette jeunesse, cette enfance, qui dans 70% des cas se passe plutôt bien, on le voit à la fin, parce qu'après on s'autonomise. Donc on a été sous cette emprise, et puis après on se libère de cette emprise. Et puis dans un certain nombre de cas, il y a eu des défauts d'amour, défauts de sécurité, et on a tendance à rechercher en permanence cette emprise. Et c'est là qu'on devient sensible à des discours, à des récits, à des images qui, d'une certaine façon, prolongent cet amour qui nous a fait défaut. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Je me sens compris. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand on est en difficulté, on garde dans sa mémoire le moment heureux où on était sous emprise.
Donc on est une proie facile pour un gourou ou pour un candidat dictateur, puisque lui, il va nous escroquer en disant « mais je sais ce qu'il faut faire, et rassurez-vous, je suis là, je sais ce qu'il faut faire, je vais vous désigner l'ennemi, je vais dire ce qu'il faut faire ». Les djihadistes, il suffit de tuer, d'aller à Toulouse et dans une école juive, et vous tuerez en plus les collabos, les musulmans qui protègent ces enfants, et vous irez directement au ciel avec des vierges. Je pensais pas que les vierges pouvaient embellir le paradis, mais enfin voilà, c'est dit comme ça. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez, Boris Cyrulnik, bon, dans le cas du djihadisme, par exemple, on peut espérer que c'est quand même une minorité des musulmans qui s'orientent vers ça, vers ce côté un petit peu sécure que leur donne finalement un récit bien organisé, qui les fait rêver, etc., et qui quelque part est plus facile à vivre que la vie réelle. Mais alors, dans le cas de Hitler, de Staline, de Poutine, vous avez 70% ou 80% d'une population qui semble soutenir à un certain moment. Alors après, ils se retournent très vite, parce que quand les rêves sont brisés, ça vous le dites très bien, quand les rêves sont brisés, le peuple se retourne presque instantanément, comme un amour déçu. Mais comment est-ce que ça peut toucher, alors que 70% des gens dans une situation à peu près normale ont une enfance qui leur permet une certaine liberté de conscience et de penser par eux-mêmes, hein, de ne pas devenir, et là on va expliciter le terme, de ne pas devenir des mangeurs de vent, c'est-à-dire des gens qui regardent la réalité et qui n'absorbent pas le vide, le vent d'une certaine façon. Comment expliquer que dans certaines situations, vous avez beaucoup plus que 30% des gens qui adhèrent à ce genre de théorie? Absolument. Eh bien, Victor Klemperer répond à votre question. C'est un linguiste allemand et il côtoie Germaine Tillion, qui est une chrétienne qui avait travaillé au musée de l'Homme chez les Berbères, passe en Allemagne en 1929-30. Et l'Allemagne était un pays très cultivé. On doit à la culture germanique des musiciens, des philosophes, des scientifiques. C'est une belle culture. Et Germaine Tillion dit, mais il se passe chez vous des choses étranges. Il y a quand même une théorie un peu bizarre qui clairement écrit qu'il faut tuer pour apporter 1000 ans de bonheur aux blancs aux yeux bleus. C'est quand même une théorie un peu étrange. Les Allemands éclatent de rire et lui disent, écoute, regarde, il y a 2,9% de la population qui croit en ces âneries. Je réponds à votre question. Les djihadistes sont très peu nombreux. Et ils font beaucoup de mal à l'islam. Et parce qu'ils donnent de l'islam une image insupportable. Et pourtant, ils sont très peu nombreux. Les nazis, en 1929, ils étaient très peu nombreux. Et puis, le peuple était en difficulté économique, sociale, culturelle. Et puis, il y a eu un processus de contagion des croyances. Une croyance, c'est très contagieux. Et on accepte cette contagion parce que c'est confortable. On partage la même croyance, on se sent frère, en fraternité, en familiarité. Je me sens bien avec vous. Je crains rien de vous, puisqu'on est frères, on parle la même langue, on croit au même Dieu, on a les mêmes rituels, on est bien ensemble, vous ne me faites pas peur, je suis bien avec vous. Et à ce moment-là se déclenche un processus de contagion des croyances qui peut s'expliquer de deux manières, opposées et associées. Un, il y a ceux qui ont été mal développés parce que Mohamed Merah, mal développé, famille dysfonctionnelle, père violent, ce garçon n'est pas entouré quand il est petit, il n'apprend que la violence. On sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, que probablement il avait une dysfonction cérébrale qui l'empêchait de contrôler ses émotions. Bagarreur, instable, petit délinquant, mais pas par impulsion, parce qu'il ne pouvait pas se contrôler. Et puis, il y a une autre manière de se soumettre, c'est de quitter la réalité sensible et d'accepter un discours délirant, déprivatif, l'ira le sillon sur la terre. On peut donc délirer sans être psychotique quand on se soumet, alors là j'emploie le mot soumission, quand on se soumet à un récit cohérent, mais coupé de la réalité sensible.
L'Allemagne a des difficultés. L'Allemagne a été vaincue par la France en 1918-19 au moment du traité de Versailles parce que les Juifs, qui sont tout puissants, n'ont pas combattu. Les archives disent que les Juifs allemands ont combattu dans l'armée allemande comme tout le monde, comme tous les Allemands, mais le récit coupé de la réalité sensible disait le mal vient des Juifs, c'est à cause d'eux qu'on a perdu la guerre, parce que nous, les Blancs aux yeux bleus, on est quand même supérieurs. Vous avez un discours cohérent et pourtant coupé, délirant, coupé du sillon de la réalité sensible. 10 ans après, tout le monde croyait en ce récit. Parce que, alors là, je change de raisonnement, parce qu'il y a ce qu'on appelle en neurologie les neurones miroirs. Si vous souriez, j'aurais du mal à ne pas sourire. Si vous me menacez, j'aurais du mal à ne pas me crisper, à me préparer. Si vous vous tendez la main vers un verre de vin rouge, il n'y en a pas, parce que vous m'avez mal reçu. Vous tendez la main vers un verre de vin rouge. Si on fait une neuroimagerie de mon cerveau à ce moment-là, on voit sans difficulté que la zone du cerveau qui commande à ma main droite dégage de l'énergie comme si je me préparais à faire le même geste que vous. Ce qui explique par exemple que quand on voit vomir quelqu'un, on a fortement envie de vomir. C'est lui qui est malade et nous on a envie de vomir. Parce qu'en voyant qu'il vomit, ça stimule l'insula, qui est une zone précise de notre lobe temporal gauche, qui nous donne vraiment envie de vomir, alors que c'est l'autre qui est malade. Et dans ce processus-là, on voit dans les mouvements de foule, il y a des moments d'exaltation, il y a des moments de colère, les foules sont faciles à manipuler. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps chez nous. Il n'y a pas grand monde. Quelques centaines d'hommes ont déclenché une déflagration en France avant le virus. Ouais. Avec quelques centaines d'hommes se réunissaient ou étaient prévenus par les réseaux sociaux et hop, ça déclenchait un mouvement d'exaltation ou de haine. Or, Hitler était très doué pour ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre si rapidement finalement le contact avec le réel? Parce qu'on a besoin d'être sécurisé, parce que seul, notre cerveau s'éteint. J'ai besoin d'être avec vous pour me sentir bien. Pour que mon cerveau fonctionne bien, il faut qu'il y ait un autre cerveau. Et c'est pas une bulle d'esprit. Un enfant isolé sensoriellement, son cerveau s'atrophie. Et ça, on le voit sans difficulté au scanner de ville. Donc, j'ai un cerveau, j'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Donc, si je suis en difficulté, je vais être tellement bien avec vous, je vais tout vous pardonner, je vais m'arranger pour ne pas critiquer un peu les récits que vous allez me faire, pour me convaincre, je vais vous suivre tellement je vais me sentir bien avec vous. Et s'il y a des gens qui ont le talent de se présenter en sauveur, Hitler a été adulé. Et alors Victor Klemperer, dont je m'apprêtais à parler tout à l'heure, il avait cette liberté intérieure. Il n'était pas convaincu par ses discours qui le crispaient, il n'arrivait pas à se laisser emballer par ses discours. Et quand il raconte très bien que quand un notable nazi passait, la foule se précipitait pour claquer des saluts hitlériens. Et cette foule avait sourié jusqu'aux oreilles. Vous avez vu des photos, oui. Vous avez vu des documents. Les gens étaient dans un bonheur extatique. Ex, en dehors d'eux, stase, je me tiens en dehors de moi. Ouais. Ils étaient en extase. Et ces gens-là étaient fous de bonheur de voir la voiture d'Hitler ou de voir la voiture d'un notable passer. Et Victor Klemperer, lui, garde sa liberté intérieure. Et pour ne pas avoir à faire un salut hitlérien, il court dans une rue perpendiculaire et il dit chaque fois que je courais dans une rue perpendiculaire, je trouvais 2 ou 3 personnes essoufflées et je savais pourquoi elles étaient essoufflées. Parce qu'ils étaient là pour se cacher aussi, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire le salut hitlérien, mais ils étaient minoritaires. Très minoritaires. Très minoritaires. Et c'est parce que l'arme de la dictature, c'est le conformisme bien plus que la police ou l'armée. C'est qu'on se soumet, alors là j'emploie le mot, on se soumet à un récit coupé de la réalité sensible, délirant, pour le bénéfice d'être ensemble, pour le bénéfice de faire la fête.
pour le bénéfice d'être stimulé, pour le bénéfice de ne pas être seul. Et quand une population ou une personne est en difficulté, c'est facilement une proie pour un gourou, que ce soit un gourou. J'ai travaillé au Congo, qui est un beau pays en immense difficulté, d'argent, de pauvreté, de guerre chronique, de viol. Eh bien, il y a les sectes courent faire leur marché. J'ai été stupéfait par le nombre de sectes qu'il y avait. Eh bien, il s'est passé la même chose en Allemagne, sauf qu'une secte a remporté la victoire, a provoqué... Hitler prenait des cours avec un chanteur d'opéra. Et il apprenait à faire déclencher des émotions. Il prenait des gestes théâtraux, l'académisme du 19e siècle, comme Charlot l'a admirablement bien mimé. Et Hitler prenait... Et on voit qu'il y a des orateurs qui savent déclencher des émotions de foule. Et il y a des orateurs, au contraire, on ne vote pas pour eux parce qu'on s'ennuie avec eux. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, Boris Cyrulnik, vous poursuivez votre réflexion et vous faites quelque chose de très impressionnant. C'est que vous mettez des destins en parallèle. Et notamment, vous mettez en parallèle les destins, par exemple, d'un Sigmund Freud et le destin d'un criminel nazi comme Joseph Mengele, qui a été le médecin tortionnaire d'Auschwitz. Et vous racontez un petit peu cette jeunesse de Joseph Mengele, et vous dites finalement, je dirais pas c'est un brave type, mais c'est un jeune homme, qui a ses problèmes, mais qui a aussi ses espoirs, qui a une vie sociale, etc. Ce n'est pas un monstre. Non. Il n'est pas monstrueux. Et ça, c'est très impressionnant parce que ça fait froid dans le dos. En fait, est-ce que n'importe qui peut devenir quelqu'un qui après a fait des expériences absolument abominables sur des petites filles? Alors non, pas n'importe qui. Mais effectivement, je compare plusieurs enfances pour chercher à expliquer ce phénomène incroyable. Et Mengele a eu une enfance normale, avec des parents distants comme l'Allemagne en fabriquait beaucoup, avec un père autoritaire. C'était la règle au XIXe siècle, hein, c'est la règle même jusqu'aux années 70, un père devait être un père fouettard. Hein. La phrase classique des femmes, c'était « si tu fais pas ce que je veux, je vais le dire à ton père et tu vas voir la raclée ». Le nombre de mères qui ont dit ça à leur enfant, elles transformaient leur père en père fouettard. Donc c'était la méthode éducative, et les pères battaient souvent leurs fils, plus que leurs filles, et ils battaient leurs fils pour les dresser. C'était le mot qu'on employait, je vais te dresser. Or, Mengele a une enfance normale pour l'Allemagne de cette époque. Il est plutôt sympa, il est plutôt bon élève, il a beaucoup de copains, il s'engage dans la Croix-Rouge autrichienne, il est utile, il est dévoué, mais on repère très vite que sa manière de voir le monde, il y a un goût de hiérarchie. Il raconte souvent que, dans des lettres où ses copains racontent qu'il voulait avoir son nom dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, comme Freud. Mais oui, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Ouais. Mais Freud voulait avoir son nom, il voulait découvrir les mystères de la nature. Hein. Il était un peu ambitieux peut-être. Hein. Donc, mais en découvrant le monde mental des autres, il s'y intéressait et il disait il y a dans l'autre, différent de moi, je découvre un monde mental différent du mien, mais passionnant. Alors que Mengele dit je découvre qu'il y a des mondes mentaux de Chinois, de Juifs, et qu'il y a une hiérarchie entre ces mondes mentaux. Et que bien sûr, celui qui est en haut de la hiérarchie, c'est le blanc aux yeux bleus. Ouais. Mais alors, cette vision du monde, et vous le dites dans votre livre, elle était très partagée à ce moment-là, puisqu'il y a même des prix Nobel qui disaient tranquillement que, bon, il y a un certain nombre de gens qui sont des gens de mauvaise qualité, ou des enfants de mauvaise qualité, parce qu'ils étaient moins aptes à survivre, et que c'était normal de les éliminer. Je ne sais plus quel nom de prix Nobel qui disait ça, mais donc...
Joseph Mengele ou Rudolf Hess ou tous les nazis de cette époque, il y avait des gens qui pensaient comme eux en Allemagne, et même des scientifiques. Et il y en avait en Suède, Oui. et il y en avait en France. Et en Angleterre et aux États-Unis. Voilà, il y avait une ambiance scientifique un peu suprématiste. Alors, il y avait des gens qui disaient le contraire, bien évidemment, mais quand même. Donc, il n'y avait pas une grande différence, finalement, entre un jeune médecin qui avait ces idées-là et puis un médecin qui avait d'autres idées. Ben, c'est comme aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui estiment qu'ils sont supérieurs aux autres, mais il ne faut pas voter pour eux. Il ne faut pas leur donner le pouvoir. Alors qu'il y a des gens, au contraire, qui, comme Freud, en France, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs, s'opposent à cette idée. Mais quand la culture est en difficulté, on donne le pouvoir à quelqu'un qui nous sécurise en disant « je sais d'où vient le mal, ça vient des malades mentaux, ça vient des juifs, ça vient des gitans ». Il suffit de les éliminer pour que tout aille bien et que on ait 1000 ans de bonheur. Alors que d'autres, au contraire, ont une attitude, comme Freud, comme d'autres, une attitude, non, ils sont pas inférieurs, mais ils ont eu du mal à se développer parce que dans leur enfance, ils ont été malades, leur famille était brutale, etc., etc. Donc, il y a une interprétation qui existe encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui parlent de la hiérarchie des races. Ils n'osent pas trop le dire, ils le disent un peu, mais ils le pensent. Et je pense que ces gens-là, donc, il faut qu'il y ait des discours démocratiques pour que les gens on puisse voter et ne pas donner le pouvoir à un gourou ou à un dictateur. Or, quand le peuple a été en difficulté, l'Allemagne, après 1919, a été en grande difficulté parce que le traité de Versailles pompait tout l'argent des Allemands pour l'orienter vers la France ou l'Angleterre. Donc ils ne pouvaient pas faire d'école, ils ne pouvaient pas élever leurs enfants, donc ils ont fait, j'ai oublié son prénom, von Schirach. C'est Baldur von Schirach. Baldur von Schirach, Voilà. c'est ça, le pauvre, ça fait... Qui a créé les jeunesses hitlériennes, c'est ça? Et il a créé les jeunesses hitlériennes. Ouais. Et mais qui ressemblait aux jeunesses communistes, en fait. Et ben voilà. Voilà. Et ben voilà, j'ai des relations amicales avec une dame un peu plus âgée que moi qui a été dans la jeunesse hitlérienne. Devinez la couleur de ses cheveux. Elle était blonde aux yeux bleus. Ouais. Elle appartenait à la race supérieure. Et elle me raconte, c'était des moments de bonheur. Ben oui, on allait camper, on chantait des chansons. C'était des moments de bonheur. Et quand elle a découvert... Donc comment voulez-vous qu'un enfant ne se laisse pas prendre? Comment voulez-vous qu'un adulte vulnérabilisé par la guerre, par une difficulté, la précarité sociale, comment voulez-vous qu'il ne se laisse pas prendre? C'est tellement agréable, confortable servitude, c'est tellement agréable que beaucoup de gens aiment se mettre sous l'emprise d'un dictateur. Les dictateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont d'abord adorés parce qu'ils se présentent en sauveurs. Et au bout de 10 ans, 20 ans, on se rend compte qu'ils ne sauvent rien du tout et on se rend compte qu'on s'est fait escroquer. Et le sort des dictateurs, c'est que souvent, ils sont assassinés. Alors, Boris Cyrulnik, vous dites aussi dans ce livre que la vérité scientifique ne nous met pas forcément à l'abri des discours délirants. Vous écrivez je croyais qu'un fait scientifique, ça devait être dans votre jeunesse, je croyais qu'un fait scientifique découvrait la vérité, alors que je pense aujourd'hui qu'un fait scientifique est fait par un scientifique. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une erreur, c'est un segment de monde éclairé par la méthode du chercheur autant que par son âme. Quand on parle de l'âme d'une maison, on sait bien que les pierres ne sont pas animées et pourtant on a l'impression qu'une force immatérielle insuffle dans les murs une vie impossible à percevoir. Passage absolument magnifique, je trouve. Mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'homme qui derrière, finalement, même à partir des éléments scientifiques, raconte ou se raconte une histoire. Voilà.
Alors j'ai une phrase pour ça, c'est que toute vision du monde est un aveu autobiographique. Freud avait une vision du monde, le monde des autres m'intéresse, le monde de la nature, les mondes mentaux. Il se disait archéologue de l'âme. Ça l'intéressait. Comme moi, j'étais passionné dès mon enfance. Je me rappelle, j'étais gardé une fois chez des journalistes, et il y avait toute une encyclopédie des races. Donc peut-être que ceux qui m'ont gardé avaient eu une période raciste, j'en sais rien, peut-être. En tout cas, j'ai vu l'encyclopédie, et je regardais l'encyclopédie, et je vais rester simple, mais j'ai réagi comme Freud. Quand je voyais un Indien ou un Chinois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui vit dans une culture chinoise? C'était passionnant. Et je n'avais aucun sentiment de hiérarchie. Je trouvais au contraire, comme Freud, que c'était très intéressant de voir qu'une culture pouvait faire une culture chinoise, ou une culture indienne, ou une culture juive, ça m'intéressait beaucoup. Alors que Mengele, d'emblée, voulait aller intentionnellement chercher dans le réel ce qui pouvait légitimer sa vision hiérarchique des hommes. Donc il y a un postulat fantasmatique au début. Mengele dit, il y a des races supérieures, bien sûr j'appartiens à la race supérieure, et torturer une petite fille, c'est pas grave, c'est une petite fille juive, elle avait torturé de manière insupportable des jumelles, ça l'amusait beaucoup, et il se servait de la science pour torturer des enfants. Aucune de ces expériences n'a même été utile. Il n'a fait que de la torture au nom de la médecine. Et lui, probablement, ça l'amusait beaucoup. Et il n'avait aucun sentiment de crime, parce que dans sa représentation, ces petites filles n'étaient pas des vrais êtres humains. Donc c'était pas grave, il leur injectait du cyanure dans le vagin, il leur injectait des tortures inimaginables. Ça l'amusait, il voyait le résultat. Et donc c'était un objet extérieur à lui-même. Alors que donc il avait fait ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il avait enfant une envie de voir une hiérarchie dans les êtres humains, alors qu'il a été bien élevé, alors qu'il était sympa, il jouait, il faisait du sport, il paraît qu'il était un bon skieur, il avait des copains, c'était vraiment un type équilibré. J'étais à Berlin, j'ai vu les photos des congrès d'anthropologie de 1935 et 1937. Il y avait la parité. Mengele avait organisé des congrès d'anthropologie, c'était des beaux jeunes gens qui venaient apprendre la loi du maître, qui leur expliquait ce qu'il avait compris, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans les races et qu'il est nécessaire d'éliminer ceux d'en bas pour que ceux d'en haut puissent bien vivre. Et donc, plus il avançait dans sa carrière universitaire, plus il confirmait sa vision d'enfant, il y a une hiérarchie entre les races. Alors que Freud, plus il avançait dans sa carrière, plus il confirmait que tous les mondes mentaux sont passionnants. Et que le monde mental d'un enfant, le monde mental d'un psychotique, le monde mental d'une hystérique, c'est le mot qu'il employait, parce que la culture l'employait, c'est passionnant. Donc c'était deux postulats d'enfants qui fait qu'en vieillissant, chacun n'avait fait que confirmer son postulat, ce qui n'est pas très scientifique. Oui, mais il y a quand même une différence entre deux types de scientifiques. Il y a le scientifique qui va passer sa vie à confirmer une idée délirante qu'il a du monde ou qu'il a des hommes. Et puis il y a aussi le scientifique qui va essayer de le confirmer parce qu'on essaye toujours de confirmer ses idées. Vous le dites, hein, on essaye toujours d'aller au bout parce qu'on a une thèse. Et puis à un moment donné, qu'il va se rendre compte, et Freud l'a fait d'une certaine façon, Einstein l'a fait, qu'à ce moment-là, on arrive à un truc et on se dit, non, je me suis trompé, parce que le réel me résiste d'une certaine façon. Freud s'est trompé, ouais. Il a reconnu qu'il s'était trompé, ouais. Et il a changé d'hypothèse, comme le font les scientifiques très souvent, ce qui pour le virus a été très mal pris. Le nombre de gens qui disaient « mais alors quoi, vous dites n'importe quoi, vous vous contredisez tout le temps, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et à ce moment-là, arrivait un sauveur, là, il y a quelques années, qui disait « mais moi j'ai le médicament magique, moi je sais ce qu'il faut faire pour que... Alors il faut se laver le nez avec de l'eau de Javel, il faut boire un verre de vodka, hein, le nombre de théories de sauveurs que beaucoup de gens ont accepté avec plaisir.
On leur disait, c'est pas grave, le virus, il suffit de se laver le nez avec de l'eau de mer. Il y en a un célèbre qui a dit, il suffit de prendre une goulée d'eau de Javel. Vous voyez à qui je fais allusion. Donc, quand on est malheureux, on cherche à être rassuré. Ouais. Et là, on est rassuré par un escroc qui deviendra dictateur. On lui donne le pouvoir. Boris Cyrulnik, vous parlez du goût pour l'asservissement. Et vous nous mettez devant une certaine réalité de nous-mêmes, quoi. Je cite un passage de votre livre. On ne peut exister qu'avec les autres. Les arbres envoient des signaux chimiques et thermiques. Les poissons se déplacent en banc. Les oiseaux en vol. Les mammifères en groupes organisés. Et les êtres humains ajoutent à ces causes organiques des déterminants narratifs qui assurent encore mieux la cohésion du groupe. Quand on parle la même langue, avec le même accent, quand on chante les mêmes slogans, on se sent délicieusement intégré dans le groupe, mais celui qui encourage une compréhension exclusivement personnelle à l'épanouissement de soi va à l'encontre de tout engagement envers la société. Il se désolidarise. Donc, c'est ça le bénéfice, en fait, c'est de se sentir au chaud, en groupe, etc. Voilà. On se sent bien quand on porte les mêmes vêtements, quand on parle la même langue, quand on partage le même Dieu, quand on partage les mêmes rituels. On aime partager des rituels, que ce soit des rituels religieux ou des rituels laïques. C'est comme ça qu'on fait du lien social. Donc on se laisse facilement piéger. Et quand Hannah Arendt n'a pas voulu se laisser entraîner par le courant qui disait qu'Eichmann était un monstre, parce qu'il avait commis des actes monstrueux, elle a été haïe par ceux qu'elle aimait. Ça a dû être très douloureux pour elle. Ses proches, tous ses très proches, la haïssaient d'avoir dit que Eichmann était un petit fonctionnaire, alors qu'ils s'attendaient, ils avaient besoin, dans une pensée causalitaire, cartésienne, une cause provoque un effet, ils avaient besoin de penser que puisqu'il avait commis un acte monstrueux, c'était un monstre. Et Hannah Arendt disait, il a commis un acte monstrueux, c'est un petit monsieur, c'est un petit bonhomme. Alors ça, c'était difficile. Oui, elle s'est mis à dos une partie de ses amis, notamment juifs, qui ont dit, mais attends, comment est-ce que tu peux dire que c'est un petit bonhomme insignifiant avec tout ce qu'il a fait? Voilà, c'est ça. Il fallait que ce soit un monstre. Voilà, dans la pensée paresseuse, il fallait que ce soit un monstre. Et ce n'était pas un monstre. Et c'était... Enfin, alors, est-ce que c'était pas un monstre? C'était un monstre par sa soumission. Il a pu... les ordres qu'il recevait d'exterminer les Juifs, il les a appliqués avec bonheur, parce que ces ordres correspondaient à son antisémitisme avant la montée du nazisme. Je m'explique bien, c'est-à-dire que déjà avant l'apparition du nazisme, il était antisémite. Il s'est engagé dans les SS, il a grimpé rapidement la hiérarchie, et à ce moment-là, miracle, un chef lui donne l'ordre avec un stylo de tuer des centaines de milliers de personnes. Et ce petit monsieur, sans envergure, sans culture, est heureux d'obéir, heureux de se soumettre, heureux d'obéir parce que le chef lui commande ce que ses fantasmes lui demandent de faire, c'est-à-dire éliminer les Juifs. Et là, il a la possibilité, avec un stylo, de tuer des centaines de milliers de personnes. Et il l'a fait. Ouais. Alors, vous dites quelque chose, Boris Cyrulnik, aussi à propos des justes, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Et c'est une réflexion très très intéressante. Vous dites que c'était souvent des gens de la terre, des paysans, des gens simples. Et ça, là, on commence à éclairer un peu votre sous-titre, le laboureur et le mangeur de vent, c'est-à-dire qu'il y a les mangeurs de vent, et puis il y a le laboureur, c'est-à-dire celui qui est confronté à la réalité de la terre en permanence. Et la réalité de la terre, ça peut être la réalité du visage, ça, c'est la réalité d'une souffrance. C'est-à-dire que c'est des gens pour lesquels, finalement, le réel prime sur l'idée, sur le fantasme.
Voilà, c'est ça. Le laboureur, il a les pieds sur terre, il a un savoir, il a les pieds sur terre, il sait que si on ne fait pas de jachère, et ben les grains de blé seront de plus en plus petits. Il sait que quand le vent vient de tel endroit, c'est bon signe, ça apporte la pluie. Il n'y a pas de grande théorie là-dessus, et c'est pourtant un savoir fondamental. C'est le savoir des laboureurs, c'est le savoir des praticiens. Par exemple, j'ai vu les dernières lobotomies. Les gens qui pratiquaient des lobotomies étaient soumis, pour faire une carrière, s'étaient soumis à une représentation qui leur disait si vous détruisez les 2 lobes préfrontaux, les gens n'auront plus d'angoisse, ce qui est vrai. Mais en détruisant les 2 lobes préfrontaux, on détruisait aussi toute la personnalité, ce qui est vrai aussi. Et ces gens-là se soumettaient à une représentation qui a eu le prix Nobel. Egaz Moniz a eu le prix Nobel en 1900. J'ai oublié la date, mais il a eu un prix Nobel. Les Portugais encore aujourd'hui sont fiers de ce prix Nobel. Et beaucoup de gens, par pensée paresseuse, ont accepté ça. Et ce sont des laboureurs, des médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas spécialistes. Ils étaient là pour soigner la pneumonie du fou, puisqu'on postulait que la folie n'était pas curable. C'était un destin inexorable. Et ces médecins ont dit, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de supprimer l'angoisse en supprimant la personnalité, en détruisant la personnalité? Et c'est eux qui ont déclenché un mouvement qui fait que maintenant, par morale, par bonheur, la lobotomie est interdite. Mais beaucoup de gens se soumettant à une représentation qui disait du vrai. En coupant les 2 lobes préfrontaux, on supprime l'anticipation. Donc on n'y a plus d'angoisse. Mais l'effet secondaire est effrayant. Donc il vaut mieux avoir des angoisses qu'avoir des effets secondaires. Et ce sont des laboureurs, des praticiens dans les hôpitaux psychiatriques qui ont dit mais c'est fou de faire ça, ça vaut pas la peine de faire ça. Parce qu'ils étaient proches et puis ils voyaient la souffrance aussi générée par ces opérations. Alors, je crois que cette opération supprime la souffrance. Quand j'étais neurologue à l'hôpital de Toulon-la-Seyne, c'était avant la limitation de vitesse et il y avait tous les ans presque 3000 lobotomies. C'est-à-dire que les accidents de voiture, les gens se frappaient le front, il n'y avait pas de ceinture, les gens allaient trop vite, ils se frappaient le front, ils avaient un trauma crânien. Quand on faisait des radios, il y avait une bouillie de sang et de neurones dans les 2 lobes préfrontaux qui se résorbaient et on voyait un trou à la place, une lobotomie. Et quand ils tapaient sur le côté, il y a ce qu'on appelle l'amygdale rhinencéphalique, qui est une petite amande de neurones à la face profonde. Quand on les touche, ça déclenche des sensations insupportables de colère, d'angoisse, de mélancolie. Or, ça saignait, ça se résorbait, il y avait un trou à la place, il y avait une lobotomie. Et les gens devenaient totalement indifférents. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient « je regrette l'époque où je souffrais parce qu'au moins je me sentais vivant. Et maintenant que je ne souffre plus grâce à cette lobotomie accidentelle, je suis mort psychiquement. » Je crois que la souffrance fait partie de la condition humaine, l'angoisse fait partie de la condition humaine, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, c'est pour ça qu'on a besoin d'être sécurisé, et que parfois on accepte de payer trop cher ce besoin de sécurité. Boris Cyrulnik, on arrive à la fin de notre entretien. Déjà, on aurait pu. J'avais plein d'autres questions, hein, mais je renvoie donc nos auditeurs et nos spectateurs sur YouTube à votre livre, donc Boris Cyrulnik, Le laboureur et les mangeurs de vent, aux éditions Odile Jacob, pour développer tous ces concepts. Hein, un très très beau livre. Merci Boris Cyrulnik d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.